Juste une petite annonce avant de laisser la parole au Rav. C'est juste pour vous dire que le Shabbat 6 juin, si tu veux, on fait le dernier Shabbat plein de l'année universitaire. Donc je vous invite à regarder notre Facebook, on va lancer la pub très prochainement. On fera un lien d'inscription et voilà, je vous invite à vous inscrire et en parler autour de vous. Pour le 6 juin, je laisse tout de suite la parole au Rav. Attends, oui. Pour le 6 juin, il faudra mettre une enveloppe 6 juin. Je sors. Merci bien. Alors bonsoir. Est-ce que vous servez du coup à enregistrer ou non? Levez la main si vous écoute. Une seule personne. Moi j'ai pas une... Du coup enregistrer. Les ambitions d'intelligence, c'est bien. Mais qu'est-ce que c'est celui-là? Donc comme ça, tout de suite, j'enregistre le cours. Ouais, on le met en live. Et après, je l'envoie à une personne, et la personne, elle le transmet. Alors, il y a une discussion. Il y a une discussion dans la Gemara de Bava Metzia d'Afnul Tet qui est un peu spéciale. C'est Rabbi Eliezer qui est un grand chacham, très grand chacham de la Gemara, qui est en discussion avec les Rabbanan, donc avec tous les gens du Beth Midrash, qui sont sur un certain sujet. Et Rabbi Eliezer, il pense d'une certaine manière, et les chachamim qui sont avec lui, ils pensent d'une autre manière. Maintenant, ils se bagarrent, ils sont en train de se bagarrer, qu'est-ce qui a raison, qu'est-ce qui a raison. Et puis au bout d'un moment, Rabbi Eliezer, il dit si la loi elle est comme moi, du ciel ça va se prouver. Et d'un seul coup il a commencé à avoir une série de miracles. La Gemara raconte que le fleuve qui est en train de descendre dans un sens, il s'est bien remonté, ce qui est très rare, ouais. Que les murs du Beth Midrash se sont penchés, ils ont failli tomber sur les gens qui étaient à l'intérieur. Et quand même les gens n'ont pas bougé. Après il y a une voix céleste qui est sortie et qui a dit une phrase incroyable. Qu'est-ce que vous avez après Rabbi Eliezer? Que la loi, elle est comme lui dans tout endroit. Dans tous les endroits de la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant c'est une voix céleste. Sous-entendu, c'est comme si Hachem il a envoyé un ange qui dit que la loi, elle est comme Rabbi Eliezer. Mais malgré ça, il s'est levé Rabbi Yehoshua, il a dit Lo bashamayim hi, elle n'est pas dans le ciel. La Torah n'est pas dans le ciel. C'est-à-dire la vérité, elle ne vient pas du ciel, elle vient de la terre. C'est un peu compliqué de comprendre ça, parce que maintenant, on est en train de chercher la vérité. D'accord? Et il y a un rave, bon, c'est un très très grand rave, il s'appelle Rabbi Eliezer, il est en discussion. Donc il y a une majorité de gens qui sont contre lui, et lui qu'est-ce qu'il fait? Il dit les cieux vont prouver. Bon, effectivement, il y a des miracles. Et en plus, il y a une voix céleste qui parle. Et la voix céleste, a priori, c'est objectif, la voix céleste. Et elle dit que la halakha, elle est comme Rabbi Eliezer. Mais Rabbi Yehoshua, il dit non. Il dit non, l'homme dit. C'est-à-dire, on n'écoute pas, on ne tient pas compte d'une voix céleste. Et la Gemara, elle continue, elle dit, qu'est-ce que ça veut dire l'homme il n'est pas dans le ciel? Amar Rabbi Yirmiya, Shekvar nitna Torah mi'ar Sinai. Parce que la Torah a déjà été donnée au mont Sinaï. On ne tient pas compte d'une voix céleste. Parce que c'est déjà écrit dans la Torah, qu'on ira d'après la majorité. Ça va? Donc on sait cette loi extraordinaire qu'on utilise partout, à l'Assemblée nationale, ou dans les comités syndicaux, que quand on doit prendre une décision, on va d'après la majorité. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de réfléchir d'où est-ce qu'elle vient cette loi dans le monde profane, qu'on va d'après la majorité. Ouais, pourquoi on va d'après la majorité? Voilà, c'est marqué dans la Torah, dans la Bible, pour eux, dans l'Ancien Testament, puisqu'ils pensent qu'il est mort, ouais, que Acharé, Ravim, Léatot, qu'on va d'après la majorité. Maintenant, ici, il y a plusieurs problèmes. Premier problème, c'est ok, on va d'après la majorité pour décider de la loi. Mais ici, il y a une voix céleste qui est sortie qui a dit la loi. Ouais. Maintenant, la voix céleste, ça veut dire que le bon Dieu, il a dit que la loi, elle est comme ça. Qu'est-ce que tu veux maintenant mieux que le bon Dieu? Tu veux faire que Acharé, Ravim, Léatot, on va d'après la majorité. Deuxièmement, cette loi de la majorité, c'est quoi? C'est que quand il y a une majorité de gens qui pensent comme ça, alors on suit cet avis-là. Mais alors comment ça fonctionne? Si vous réfléchissez un petit peu,
Ça veut dire on va d'après la majorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pense que s'il y a une majorité de gens qui pensent comme ça, alors ça veut dire qu'il y a plus de chances que ça soit vrai. Et qui a dit que on cherche la vérité. Parce qu'il y a deux manières de regarder la loi du Rov, la loi de la majorité. Soit la loi du Rov, elle sert à éclairer le doute, et maintenant on n'a plus de doute parce qu'on a compris grâce à la majorité que c'est plus vrai comme ça. Soit qu'en vérité, la loi de la majorité, c'est que quand on a un doute et qu'on est bloqué, alors on a choisi une loi arbitraire qui s'appelle la majorité. On aurait pu dire, si un papillon rentre dans la salle, si la quatrième personne elle s'appelle Rivka, n'importe quoi, ouais. S'il y a une fenêtre qui claque, et bien la loi elle sera comme ça. C'est un moyen arbitraire. Donc la question elle est, est-ce que la loi de la majorité, elle sert à éclairer, c'est-à-dire à voir plus clairement la situation, ou non, elle sert simplement à se débarrasser du doute, et comme on ne sait pas quoi faire, alors on fait comme ça, on aurait pu faire autrement. Ça s'appelle, est-ce que c'est un verrou, ou est-ce que c'est un silouk? Maintenant, il y a des lois de majorité qui sont bizarres. Par exemple, vous trouvez un morceau de viande emballé dans du papier de boucher. Et il y a 10 boucheries. Et il y a 9 boucheries cachères et une boucherie qui est taref. Confirmation. Ouais. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que ce morceau de viande vient d'une boucherie cachère. Parce qu'il y a 9 fois plus de chances qu'il vienne d'une boucherie cachère. Maintenant, le fait les chances qu'il vienne d'une boucherie cachère, est-ce que c'est la même chose que le fait qu'il soit cachère? Non. Parce qu'il est ou cachère ou taref. Ouais. Il est ou cachère ou taref. Il ne peut pas cachère 1, cachère 2, cachère 3. Non. Il est ou cachère ou taref. Maintenant, donc il y a 50% de chances qu'il est cachère, 50% de chances qu'il est taref. Mais il y a 90% de chances qu'il vienne d'une boucherie cachère. Parce qu'il y a 9 magasins cachères et un magasin taref. Alors, est-ce que je vais dire que la nature de cette viande, elle est cachère? Ou je vais dire la halakha de cette viande, elle est cachère? Si vous allez me dire, bon, écoute, tu la jettes, la viande, t'arrives à nous saouler. D'accord, mais il y a des cas plus complexes dans la Gemara. Ouais, la Gemara raconte qu'il y a une jeune fille qui a été pour ramasser de l'eau dans un puits, et quand elle s'est baissée sur le puits, il y a un gars qui lui a maintenu la tête en arrière et qui l'a violée. Et maintenant, elle est enceinte. Là, c'est toujours une histoire de viande, mais moins fraîche. Ouais, alors maintenant, est-ce que cette femme-là, elle est kshira pour la Kéouna? Est-ce que l'enfant, il est mamzer? Parce que, ouais, est-ce que l'enfant, il est goy? Comment on va faire? C'est plus compliqué déjà, ouais. Alors, on regarde la majorité de la ville. Si la majorité de la ville, alors c'est des juifs ou c'est pas des juifs? Si c'est des cachers ou pas des cachers? Maintenant, si elle était dans un quartier à majorité goy, mais dans une ville à majorité juive, donc c'est bien, parce que vous comprenez que c'est pas simple. Maintenant, quand on dit que la loi de la majorité, elle permet de déterminer la vérité, parce que s'il y a plus de gens qui pensent comme ça, donc on pense que sûrement que c'est plus intelligent. Mais évidemment, vous allez poser la question, ça dépend. Oh, je sens qu'il va nous sortir un truc sympa, lui. C'est que l'occasion... Non, c'est juste pour dire, ouais. C'est aussi les juifs qui a raison. Qui ça? Plusieurs personnes juives ont raison que les... Ah d'accord, mais garde ton intervention, parce qu'il y a une idée dans ça. Parce que là on est en train de parler de la racha maintenant. On va prendre de la philosophie. D'accord? Alors, pourquoi? Parce qu'une fois, moi je vais te dire directement, une fois il y a un évêque, a priori qui n'est pas juif, hein, bien qu'il ait une kippa sur la tête, mais bon. Il est venu voir un rabbin, il lui a posé la question, il lui a dit, mais puisque vous dans la Torah vous allez d'après la majorité, et puisque les chrétiens sont majoritaires sur les juifs, puisqu'il y a 1 milliard de chrétiens et 1 million de juifs, alors vous devriez suivre la majorité et devenir chrétien. Non, ça n'a rien à voir. Non, c'est pas une... Je n'attendais pas ta réponse, juste ta réflexion. Ouais. Donc devrait après la majorité. Alors il a répondu une chose incroyable. Mais si tu veux un truc particulier, ça va te donc, il a répondu, le Rav il a dit, quand est-ce qu'on a besoin de la majorité? Quand on a un doute. Alors là, on doit aller à la majorité. Mais comme on n'a pas de doute, on n'a pas besoin d'avoir la majorité. C'est quand on n'a pas de problème, on n'a pas besoin de solution. Après, il est parti, les élèves lui ont dit, mais Rav, votre réponse, elle est bizarre. Qu'est-ce qu'il a répondu, le Rav? Il a dit, c'est incroyable, c'était pour lui ça. Il a dit, mais en vérité, ça dépend de la majorité. Parce que c'est comme si une majorité, il y a 60 gars qui viennent d'avoir le bac scientifique,
ouais, il se bagarre sur un sujet mathématique avec Einstein. Je crois que le fait qu'ils soient nombreux, ça change quelque chose. Parce que si la minorité est 100 fois plus intelligente que la majorité, à quoi ça me sert qu'il y ait la majorité? Maintenant, ça va dépendre. Est-ce que la majorité, elle sert à trouver la vérité, ou est-ce que la majorité, elle sert à trouver une solution? Vous suivez? Si la majorité, elle prouve que c'est plus intelligent, donc je vais tenir compte du fait de l'intelligence de la majorité ou de la minorité. Mais si je dis que la majorité, c'est juste une manière de se débarrasser d'un problème, parce que quand on est bloqué, alors on trouve un critère qui sert la majorité, mais on aurait pu dire l'âge du capitaine ou la pluie qui tombe dehors, ouais, donc ça n'a plus rien à voir avec l'intelligence. Ça va toujours? Maintenant, il y a une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel, vous étiez en train de discuter de ces deux-là, ouais, qui a duré 2 ans et demi. Et pendant 2 ans et demi, ils se sont cassés la tête. Maintenant, pour eux, il faut savoir que 2 ans et demi pour Beth Shammai et Beth Hillel, ça correspond à peu près à 74 ans pour un centre de recherche au CNRS. D'accord? C'était vraiment des très très gros cerveaux. Et ils sont restés 2 ans et demi sur une question. Et au bout de 2 ans et demi, ils étaient bloqués. Et il y a une voix céleste qui est sortie et qui a dit la halakha, elle est comme Beth Hillel. Et on a tranché la loi comme Beth Hillel. On dit mais ça n'a aucun intérêt. Pourquoi? Parce que premièrement, on dit qu'on ne tient pas compte d'une voix céleste. Ça va? Et deuxièmement, Beth Hillel était plus nombreux que Beth Shammai. Donc de toute façon, la loi, elle était comme les plus nombreux. Et c'était Beth Hillel les plus nombreux. Alors à quoi ça servit qu'il y ait une voix céleste qui va dire que la halakha est comme Beth Hillel? C'est une bonne question, non? C'est la question du Tosfot dans Psachim d'Afkouf Tetzaïn. J'espérais que vous verrez avant de mourir. Ouais, il y a des choses incroyables. Écoutez bien. Tosfot, il répond. Il dit c'est vrai que la majorité, elle était comme Beth Hillel. Et il savait, Beth Hillel, que la majorité comme eux. Il savait donc qu'à cause de ça, que la halakha était comme eux. Mais, écoutez bien, il savait, Beth Hillel, que Beth Shammai, qui était minoritaire, était plus intelligent qu'eux. Donc ils avaient un doute. Est-ce que, quand la majorité est convaincue que la minorité est plus intelligente qu'elle, est-ce qu'elle est obligée d'aller d'après la majorité ou non? Elle doit tenir compte de l'intelligence des autres. Évidemment, la bonne question que tu vas poser, c'est que s'ils savaient que les autres étaient plus intelligents, alors pourquoi ils n'ont pas été selon leur avis? Bonne question. Extraordinaire. Une inspiration magnifique. Ouais. Vous avez compris l'idée ou non? Si tu sais que l'autre il est plus intelligent que toi, alors t'as qu'à suivre son avis. Et bien de là, vous comprenez une chose extraordinaire, c'est que la conviction n'est pas forcément une question d'intelligence. Ça s'appelle l'intime conviction. Quand tu penses qu'un truc il est comme ça, je ne parle pas des gens qui sont intéressés, ou des gens qui sont petits, ou des gens qui sont orgueilleux, ou des gens qui veulent absolument avoir raison. Ça laisse-les pour les cas psychiatriques. Mais les gens intelligents et libres intellectuellement, et libres émotionnellement, et qui sont capables d'entendre à 100% leur point de vue et le point de vue de l'autre, et qui quand même pensent qu'ils ont raison, ouais, malgré ça, ils peuvent s'imaginer que l'autre il est plus intelligent qu'eux. Je vous donne une idée, parce que ça risque un jour dans votre vie d'avoir un conflit avec quelqu'un. Ouais, et si vous êtes objectif, vous vous direz toujours, bon, d'accord, j'ai insisté, d'accord, j'ai pas accepté, mais peut-être qu'il avait raison. Vous voulez un moyen objectif de pouvoir aller vers la vérité? Oui, non? Oui? Oui. Alors je vous donne un secret. Comment vous savez si vous cherchez la vérité ou si vous cherchez à avoir raison? C'est-à-dire, est-ce que vous avez un problème intellectuel ou est-ce que vous avez un problème psychologique? C'est très simple. C'est que si vous êtes capable d'argumenter dans votre sens, j'ai aucun doute, mais si vous êtes capable d'argumenter dans le sens de l'autre, c'est tellement vous avez compris le raisonnement de l'autre que vous êtes capable d'argumenter dans le sens de l'autre. Dans votre sens à vous, j'ai pas peur que vous argumentez parce que tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais sûr que toi tu vas pas t'oublier, d'accord? Donc votre point de vue à vous, vous le connaissez puisque vous le défendez. Mais si vous êtes capable, de manière uniforme, de passer de votre point de vue au point de vue de l'autre, non pas parce que vous n'avez aucune personnalité et que vous écoutez le dernier, mais parce que vous êtes capable de développer à 100% de manière uniforme les deux côtés, et que vous pouvez superposer les deux argumentaires, et quand même arriver à la conclusion objective que vous avez raison, alors à ce moment-là, vous tendez vers l'objectivité. Alors je vous dis tout de suite que ça demande un certain travail. Parce que les 3/4 des gens, ils s'en fichent complètement de ce que vous y racontez. Ce qu'ils veulent, c'est avoir raison. Parce qu'ils se vexent, parce qu'ils se truquent, parce qu'ils ne veulent même pas entendre. Moi j'ai dit une phrase extraordinaire. J'ai dit que les 3/4 des gens qui ne sont pas d'accord, ouais, de toute façon ne peuvent pas être d'accord. Parce que pour pouvoir être pas d'accord, il faudrait pouvoir être d'accord.
comme les trois quarts des gens qui s'engueulent sont des gens qui ne s'écoutent pas, donc ils ne savent même pas ce que l'autre y pense. Et même s'ils savent ce que l'autre y pense, ils ne savent même pas pourquoi ils le pensent. Ils ne connaissent même pas le raisonnement de l'autre, puisqu'ils ne veulent même pas l'entendre, parce que ça les dérange, parce qu'ils ont le malaise de la remise en cause. Donc les gens qui ne sont pas d'accord, de toute façon, ne peuvent pas être d'accord, parce qu'ils ne savent même pas ce que l'autre y pense. Donc ne peuvent ne pas être d'accord que des gens qui pourraient être d'accord, parce qu'ils savent qu'est-ce que l'autre y pense. Ça va, oui? Alors si les gens qui ne sont pas d'accord pourraient être d'accord, ils n'ont qu'à être d'accord. C'est pour ça que vous verrez que les gens intelligents, ils ont rarement des conflits. Parce qu'ils voient que la nuance, elle est très fine. Alors que les idiots, ils sont obligés d'élargir la fracture. Parce qu'ils ont tellement peur d'avoir ce mal-être, d'avoir tort. C'est ça le vrai problème. C'est comme les gens qui vont rester avec un brel juste parce qu'ils ont peur de la solitude. D'accord? C'est comme les gens qui continuent à fumer des vitamines illégales, ouais, parce qu'ils pensent qu'ils n'auront pas la force de s'arrêter. C'est comme les gens qui ne font pas de teshuva parce qu'ils disent si je fais teshuva et après je recommence, alors vaut mieux pas commencer. C'est comme si tu rentres en médecine et tu dis je vais mourir la veille de l'examen. C'est comme si tu vas te marier, de toute façon il y a une majorité de gens qui divorcent. Alors pourquoi tu vis? Arrête tout de suite. Donc tu es obligé de croire. Tu es presque condamné à vivre. Et ouais. Donc quand la Torah elle a donné la loi de la majorité, en réalité, c'est compliqué de savoir si la majorité elle est là pour dire la vérité ou la majorité elle est là pour nous aider à sortir du problème. Maintenant, là où on a une problématique, c'est quand c'est marqué Lo Bashamaim, la Torah n'est plus dans le ciel. D'où ça vient ça? Il y a un midrash, c'est marqué comme ça. Besha'a Sheba Hakadosh Baruch Hu livrat et Adam Arishon. Lorsqu'Hachem il a voulu créer l'homme, Emet Omer Alivra Shekulosh Karim. La qualité de Emet, de vérité, elle est venue, elle a dit ne crée pas l'homme parce qu'il est tout mensonge. L'homme c'est que des mensonges. Maintenant je vous dis tout de suite, ici on parle d'Hachem qui est en face d'une qualité, une mida. Donc c'est pas des problèmes comme ça. On ne parle pas des mensonges, genre t'es un menteur, t'es un pervers, t'es un tordu, t'es un malade. Non, on ne parle pas de ça. Le mensonge c'est quoi? C'est que l'homme en fait, il est en perpétuellement changement. Il est en changement. Ouais, l'homme il est perpétuellement en différence. Par exemple là vous êtes là, d'accord? Vous êtes là, moi je suis là. Maintenant moi j'ai un point de vue, vous avez un point de vue. Ça c'est ce que je vois et ce que vous voyez. Après vous avez un point de vue et moi j'ai un point de vue. Après, quand je parle à 50 personnes, il y a 50 cours qui vont sortir. Parce que chacun, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Ça, c'est pour les gens qui ont écouté tout le cours. Après, il y a les gens qui ont écouté que ce qui les intéresse dans le cours. Au moment où ils étaient réveillés ou pas endormis. Ouais. D'accord? Donc, en fin de compte, le cours, ça va être quoi? Ça va être ce que j'ai dit ou ça va être l'ensemble de tout ce que vous avez compris? Maintenant, ce que vous allez dire par rapport à moi, ça va être vrai ou ça va être faux? C'est comme si vous venez à la fin du cours, vous me dites, ouais, mais vous avez dit ça. Je dis, non, en vérité, j'ai pas dit ça. Ouais, non, écoutez, vous avez dit ça. Je dis, non, mais je peux te dire ce que j'ai dit. Bon, alors moi, je peux te dire ce que j'ai voulu dire. Si toi, t'as pas compris ce que j'ai voulu dire, ouais, je peux te dire ce que j'ai voulu dire. Donc c'est vrai ou c'est faux? C'est comme si un enfant, il est nul, et toi, tu lui dis, écoute, ça va aller, je vais t'aider, on va donner des cours, et tu vas devenir bon. Et effectivement, à la fin de l'année, il est bon. Maintenant, au début de l'année, quand je dis qu'il était bon, c'était un mensonge. Mais maintenant, il est bon. Alors il vient me voir, il me dit, papa, au début de l'année, j'étais nul. Tu m'as encouragé, mais dit que je suis bon, et que tout le monde se gourre, et que moi je sais que tu es bon. Mais en vérité, tu savais que j'étais nul. Donc tu m'as menti. Peut-être c'est à la fin maintenant que je te mens. Maintenant que tu crois que tu es bon. Parce qu'en fait, tu es nul. Alors en vérité, l'idée c'est quoi? C'est que je t'ai menti vraiment. Non, en fait, je t'ai vraiment menti. C'est comme si toi, tu veux obtenir des trucs de la fille, et tu te dis tu l'aimes, mais elle te croit. Donc la vérité, c'est ce qu'on croit, ou la vérité, c'est ce qu'on dit? C'est ce qu'on croit, c'est dangereux. Parce que l'autre, il peut mentir. L'autre, il ment, mais moi, je le crois. Donc il a raison. Donc c'est vrai. Toi, tu me dis, mais
Quoi, mais tu m'as menti pendant toutes ces années? Mais non, puisque tu le croyais. Ah ouais, t'as raison. Ah bah c'est bon. Non, c'est en politique qu'on a le droit de faire des promesses qu'on ne tient pas. Mais dans la vie, on n'a pas le droit. Donc ça veut dire que si je te mens, ouais, donc vous avez compris maintenant, le mensonge, c'est pas une parole. Le mensonge, c'est un comportement. C'est-à-dire que si moi je sais que quand je parle, je ne pense pas ce que je dis, moi je mens. Ça va? Maintenant, si toi tu sais que moi je parle, je ne pense pas ce que je dis, tu sais que je mens. Maintenant, si toi ça t'intéresse de croire dans mon mensonge, t'es vrai dans ton mensonge. Et si moi ça m'intéresse de croire dans mon mensonge, parce que je suis un mytho, je suis vrai dans mon mensonge. Parce qu'au moment où je l'ai vécu, vraiment je le croyais. Mais après j'ai changé d'avis. Dès que j'ai couché avec toi, j'ai dit mais je peux pas l'épouser, enfin les tunisiennes. D'accord? donc tu vois, j'ai pensé, puis après j'ai plus pensé. Mais au moment où je te l'ai dit, je le pensais vraiment. Mais t'es une pourriture, t'as fait ça à toutes mes copines. Ouais, mais ça n'a rien à voir, ouais. Vous voyez, des gens, ils mentent par séquence. Ou ils disent la vérité par séquence. Tant qu'on les croit, c'est de la vérité. Mais c'est un problème, ça. Parce qu'en vérité, ça veut dire, est-ce que la vérité, elle est subjective ou la vérité, elle est relative? Est-ce qu'elle est relative ou est-ce qu'elle est absolue? Si je dis que la vérité, elle est relative, alors j'ai le droit de mentir, puisque de toute façon, elle est relative à moi. Ou elle est relative à toi, parce que tu me crois. Donc si je suis un baratineur, et que toi, tu y crois, c'est bien, tu te sens bien, tu es dans la vérité, ouais, c'est... Mais je sais que c'est faux, ouais, toi. Si je dis que la vérité, elle est absolue, je dis, mais comment, mais tu m'as menti, tu as dit des choses que tu pensais pas. Mais c'est pas grave, ce qu'on pense, on dit, on mange, on dort, on va aux toilettes. C'est rien. La vie, c'est une série de digestions. Tu dis, mais non, il y a des valeurs, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Mais arrête, oh, kiffe la vie, on va tous mourir, allez, profite, arrête de nous saouler avec telle questionnement. C'est un problème. C'est vrai. Regarde les gens qui n'ont pas de cerveau, ne souffrent pas. On appelle ça des téléspectateurs. On leur a volé la télécommande quand ils étaient petits. Il y a un mec qui a pu quelque part. C'est les drones. Il plane et l'autre il est... Là on le met en colère, on lui fait un compliment. C'est un drone. Un drone de gars d'ailleurs. Ouais. C'est ça l'idée. L'idée, c'est que quand Akadosh Baruch Hu est venu, il a donné la Torah. Ouais. La Mida de Emet a dit, on ne peut pas donner la Torah à l'homme parce qu'il est entièrement mensonge. Ça veut dire quoi mensonge ici? Ça veut dire en perpétuel changement, en perpétuelle référence, en perpétuelle évolution. Ouais. Ça veut dire, c'est comme si tu as de la peine, par exemple, pour tu as de la peine pour la mort de la chenille quand tu vois le papillon. Vous n'avez pas de la peine pour la chenille? Pas. Non? Oui, non? Ah non. Ah, parce que la chenille, elle n'est pas morte. Elle est devenue un papillon. Ça va? Alors pourquoi maintenant que tu as 22 ans, tu dis « Oh, quand j'étais petite, c'était super. » Donc tu as de la peine pour la chenille, toi. Bien que tu es devenu un papillon. Et l'autre, maintenant qu'elle est maman, elle regrette l'époque où elle était une jeune femme. Ouais. Et l'autre, maintenant qu'il a 4 enfants, il regrette quand il était célibataire. Alors il joue au poker, il parle avec ses copains pendant 4 jours. Il prend des vitamines. Je dis, mais t'es papa, j'en ai marre, ça me saoule, j'ai plus envie. En fait, il regrette l'époque d'avant. Mais c'est la même personne. C'est comme une rivière. On ne peut pas se tremper 2 fois dans la même rivière. Vous savez ça? Puisque la rivière, elle coule. Donc toi, tu vis une situation, ouais, après tu t'en vas, après tu reviens, tu dis, tiens, en fait, on est déjà dans une autre situation. Il y a des gens comme ça, hein. Ils sont mariés, puis ils ont un coup de tête comme ça, ils vont, ils trompent leur femme, après ils reviennent, ils disent, bon, tu sais, chérie, bon, je sais que tu as trouvé le texto, bon, on tourne la page, on passe à autre chose. Non. Là, c'est une autre rivière. Non, mais on fait review, il n'y a pas. On tourne la page, non, on arrache la page. Il y a des gens comme ça. Il m'appelle, il me dit, mais Ramenchitri, dites-lui, quand même, c'est la mère de mes enfants, mais je l'aime. Mais tu l'aimes, mais t'as bien vu que t'as fait des trucs bizarres avec la voisine, quand même. Ouais, mais c'était rien, ça, c'était juste sexuel. Comment Des fois, tu regardes ton téléphone, tu dis, est-ce qu'il a parlé avec sa bouche ou il a choisi un autre orifice pour s'exprimer? Non, c'est bizarre, non, les oreilles. Hein. On peut imaginer des trucs. C'est vrai. C'est la folie. Je dis, mais comment
comment il a pu sortir ça de sa bouche? Et le gars, il est tranquille, il me dit, ah ben Chéri, dites-lui que je l'aime. Hier soir encore un cas extraordinaire. Une dame qui vient me dire, ah ben Chéri, voilà, mon mari me trompe, il me l'a déjà dit, il me l'a affirmé, je connais la femme, il me l'a amené à la maison. Quand j'ai accouché, c'est elle qui a été acheter les cadeaux. Elle a dit, n'oublie rien, la truc et ça. Il vient, il me dit qu'il veut divorcer. Je dis, alors c'est quoi la question? Elle me dit, mais moi je l'aime, je veux pas. Alors il dit, mais je comprends pas, je t'ai trompé. Ça va, on peut divorcer, non? Elle dit, non. Je te dis, j'ai pas la télé, mais j'ai envoyé du ça tous les jours là. C'est bizarre, non, cette ambiance? Vous comprenez ou non? Le gars, il a tort avec celui qui gueule. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lui, dans sa vérité à lui, il dit, mais moi, je t'aime pas. Mais on a fait 3 enfants, je suis resté 10 ans avec toi, de toute façon, t'es la 2e, l'autre, ça sera bientôt la 3e. Il est bien dans sa tête, le gars, il est cool. Tu dis, mais t'es fou, toi, t'es un malade. Il te dit, mais toi, c'est ta vérité à toi, avec ta religion. Mais moi, je suis bien, moi. C'est comme ça. Je dis, mais c'est pas une question de religion, c'est une question de cerveau. C'est une question de bon sens. Mais alors, ton bon sens à toi, c'est pas le mien. Alors, si on dit que chacun il a son bon sens, donc chacun il a sa vérité, ça va être compliqué de vivre ensemble. Parce qu'en plus, il est bien dedans. C'est pas que genre il est fou, tu dis, bon, c'est rien, c'est une crise, il fait un délire mystique, ça va revenir. Non, le gars, il est bien, il a l'aise, il travaille, il est chef d'entreprise, il a de l'argent, il a des employés, il est bien. Il dit, moi c'est fini, ouais, tu te casses, il y en a une autre qui arrive. Et les enfants, prends-les, ils sont bruyants. Comme ça, bizarre. C'est marqué. L'homme, il est entièrement shaker. L'homme, il est mensonge. Encore une fois, pas dans le côté péjoratif du mensonge, des menteurs, des manipulateurs, des calculateurs. Non, l'homme, il est en tout le temps en changement. Ouais, donc l'homme, il est pas en phase. L'homme, il est en contradiction. Alors, comment tu vas lui donner la Torah, qui est la définition de la stabilité, à quelqu'un qui, lui, est tout le temps instable? Parce que soit il est instable parce qu'il change, soit il est instable parce qu'il évolue, soit il est instable parce qu'il ment, soit il est instable parce qu'il est dans le déni. C'est pas adapté à la Torah, ça. C'est pas adapté à la Torah. Tu peux pas mettre un système qui a besoin de fiabilité à quelque chose qui est complètement instable. C'est impossible. Alors, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Quand la mida de Emet, de qualité, de la qualité de vérité, elle a dit à Dieu, on ne peut pas donner la Torah aux hommes, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Ma'asa kadosh baruch hu, natal Emet, ve'ishlichu la'aretz. Il a pris la vérité, il l'a jetée sur la terre. Ou dire-t-il, c'est ce qui est marqué dans le Passouk, Vatishlach Emet Artsa, il a jeté la vérité sur la terre. Après, c'est pourquoi il a dit, Ta'ale Emet mina Aretz. Maintenant, la vérité, elle va monter de la terre. C'est ce qui est marqué, Emet mi Eretz Tismach. La vérité, elle bourgeonnera de la terre. Traduction. Ça veut dire que, à partir de maintenant, la vérité, elle ne sera plus dans un domaine objectif, qui s'appelle le ciel. Elle sera dans un domaine subjectif, qui s'appelle la terre. Et sur la terre, la Torah, elle sera obligée d'être adaptée aux hommes. Et ça, c'est très très compliqué. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de réfléchir un petit peu à l'humanité, à la philosophie, à la psychologie, qui n'est pas une science exacte. Ouais. C'est compliqué. C'est compliqué. Pourquoi? Parce que ça bouge. C'est des points de vue, c'est des interférences. Moi, je suis très très impressionné quand le gars, je lui dis, vous savez, j'ai peur des insectes, et tu dis oui, parce qu'à 8 ans, tu as eu ça, à 14 ans, tu as eu ça, à 17 ans, tu as eu ça, et à 21 ans, tu as eu ça, c'est pour ça que tu as eu ça. Je ne comprends pas, il y a 1 milliard, il y a 38 milliards de critères. Dans les 38 milliards de critères, on peut faire 37 millions de trajectoires, et dans les 37 millions de trajectoires, tu as trouvé la trajectoire pourquoi le gars aujourd'hui, il a peur devant les examens. À cause de la mouche qui rentrait dans son oreille quand il était bébé. Tu es sûr de toi, tu peux le signer. Mais alors c'est possible que ça soit vrai, hein. C'est un scénario possible. Moi j'écoute les gens toute la journée, d'accord? Ils me disent voilà pourquoi on donne un divorce, voilà pourquoi l'enfant il est comme ça. Moi je dis vous savez pourquoi? Déjà je te parle pas des gens qui sont sûrs que c'est à cause de l'autre. Déjà ceux-là ils sont déjà absolus déjà. Ouais. Quand c'est à 100% la faute de l'autre, qu'est-ce que tu fais sur la photo toi?
Donc c'est au moins 50-50. Mais après, dans la combinaison des 50-50, combien de toi, combien de moi, combien de négligence, combien d'investissement, combien d'erreurs, combien de malentendus, combien de non-investissement, combien de non-construction, combien de non-préparation, combien pour arriver à dire c'est à cause de ça. Mais moi je vous dis, j'en ai des milliers, et j'ai une certaine expérience, presque un instinct, et encore je prends des pincettes, parce que c'est tellement dur de savoir. C'est tellement dur. Et est-ce que tu dois aider les gens à comprendre leurs problèmes, ou est-ce que tu dois aider les gens à résoudre leurs problèmes? Parce que peut-être que quand ils vont comprendre leurs problèmes, ils vont poser le problème. Ils vont plus pouvoir bouger à cause du monument de problème que tu leur as mis sur la tête. Donc peut-être qu'il ne faut pas poser le problème. Il faut comprendre le problème. Il ne faut pas poser le problème. Mais il faut orienter la personne vers une solution. Et sans se rendre compte, il va sortir de son problème sans l'avoir posé. Ou non, tu vas poser, tu vas le plaquer comme ça. Tu le mets en ébénisterie, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. 6 couches, plus le vernis, tu attends que ça sèche et tu voilà. Voilà, t'es un névrosé maintenant. Voilà. Et voilà. L'autre il est néorané, toi t'es névrosé. Eh oui. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Donc le problème c'est ça. C'est que quand Hachem il a jeté la vérité sur la terre, c'est que maintenant la vérité elle est dans un autre registre. Elle est dans un autre monde. C'est ça le problème. Souvent les gens ils posent des questions philosophiques. Ils disent bon, mais Dieu est capable de tout, oui. Il est infini dans ses pouvoirs, oui. Alors est-ce que Dieu il peut créer une pierre qui est tellement lourde que lui-même ne peut pas la porter? C'est une question philosophique. Ouais. Ou alors, à l'époque, on posait la question, on disait, si Dieu il est infini et qu'il a tous les pouvoirs, donc Dieu, il peut s'autodétruire aussi. Maintenant, lui, il est indestructible. Mais lui qui a tous les pouvoirs, il a aussi le pouvoir infini de se détruire, donc il peut s'autodétruire. Ou non? C'est une question. Alors nous, à l'époque, en philosophie, on appelait ça un PAC, c'est-à-dire un piège à... Un piège à... C'est bon. On vient de faire les signes, quoi. C'est clair. Ouais. Pourquoi? Je vous dis le secret. Pourquoi? Parce que, en fait, le gars, il triche. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a 2 registres. Il y a le registre du divin et le registre de l'humain. D'accord? Maintenant, le divin, c'est vrai qu'il est infini. Et l'humain, il est fini. Et l'humain, il est dans la matière. Il est dans la temporalité. Il est dans l'ordre. Il est dans la justice ou dans l'injustice. Mais Dieu, lui, il est en dehors de la matière. D'accord? Et la matière, elle est dans le temps. Donc Dieu, il est aussi en dehors du temps. Vous me suivez toujours? Maintenant, le temps implique l'ordre. Parce que 13h15, 13h22, 13h23. Donc étape 1, étape 2, étape 3. L'ordre implique la causalité. Parce que ça arrive à cause de ça. La causalité implique le sens de la causalité. La justice. Ou l'injustice. Ça va toujours. Ça va? Maintenant, si Dieu il est en dehors de la matière et en dehors du temps, il est aussi en dehors de l'ordre, il est aussi en dehors de la causalité, il est aussi en dehors de la justice. Maintenant, quand moi je prends des logiques qui sont limitées, ouais, et je pose une question dans le divin qui est illimitée, et j'essaye de mettre le divin en cause par le fait de la limite qui s'oppose à l'illimité, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mélangé 2 registres. C'est pour ça qu'il faut toujours réfléchir, est-ce que tu parles dans l'absolu ou est-ce que tu parles dans le relatif? C'est comme la personne qui vient te dire, écoutez, là, voilà, je suis marié, tout ça, depuis 20 ans, mais je me demande, est-ce que mon mari, c'est mon mari ou non? Est-ce que je ne me suis pas trompé? Dans l'absolu. Ah, j'ai madame, si vous parlez dans l'absolu, vous parlez dans le relatif. Dans l'absolu, c'est possible que vous n'avez pas épousé le bon. Dans l'absolu. C'est peut-être pas la moitié de la déchirement. Dans l'absolu. Parce que quelqu'un qui a des bonnes midotes, il peut se marier avec n'importe qui. Mais dans le relatif, ça fait 20 ans, ça marche, vous êtes heureux, il y a 6 enfants qui sont nés, il est honnête, vous êtes sérieuse, vous vous aimez, tout se passe très bien, jusque dans l'intimité. Qu'est-ce que ça peut vous foutre l'absolu? Oui, mais c'est pour savoir dans l'absolu. Mais t'es dans l'absolu ou dans le relatif? Ça va? Mais ça, il faut faire très très attention à ça, parce que les gens, même les gens non religieux, ouais. Par exemple, une dame, j'étais à Nice lundi soir, dimanche.
Dimanche, j'étais à Milan. Lundi, j'étais à Nice. Donc elle est venue lundi, une femme comme ça à la fin du cours, en pantalon, avec un serre-les-vous. Elle me dit, ah mais chérie, elle me dit, j'ai une question. Moi je croyais genre une question. Elle me dit, je vois le chiffre 22 partout. J'aurais vu 22, j'achète un truc, ça coûte 220. Là, regardez, ce soir on a des cours, on est au 22. On était vraiment là, au 22 de la roue. J'ai le 22 à hier. Quel est le sens? Alors moi franchement, j'ai arrêté très jeune. J'essaye de rester rationnel, même dans l'irrationnel. Je sais pas si vous... Ouais. Et j'ai dit, mais c'est marrant, mais vous avez une quête de compréhension sur un truc sur lequel vous avez 99% de chance de dire une bêtise. Pourquoi vous êtes tellement attaché à le comprendre? Alors que votre vie, que vous avez 99% de la comprendre et de la maîtriser, elle vous intéresse pas. C'est bizarre, non? Pourquoi les gens ils vont mettre de la passion à comprendre l'incompréhensible et ils vont s'obstiner à comprendre le compréhensible? Tu sais pourquoi? Parce que est plus attirant que le relatif. C'est bizarre. C'est ta réalité, ça. C'est ton concret. Il faut que tu aies une réponse. Non, c'est pas intéressant. Parce qu'il m'intéresse, c'est... Par terre. Par terre. Les pieds bien par terre et la tête dans les étoiles. Mais les pieds par terre. Mais quand les pieds quittent le sol, c'est jamais où ils vont arriver. C'est comme si vous avez les ballons qu'on gonfle avec de l'hélium, là. Enfin, les trucs qui vendent à Disneyland. Je me suis posé la question. Quand tu le lâches, il s'envole. Ouais. Mais quand il s'envole, jusqu'où il va? Il n'y a rien qui l'arrête. Ouais. S'il rencontre pas un avion ou un oiseau, il va arriver où? Il va arriver à un endroit où il n'y a plus d'air. Et ben dans ta tête, quand tu pars dans le délire, jusqu'où tu vas aller? Qu'est-ce qui va t'arrêter? C'est lui ou non? C'est pour ça que quand tu descends, il y a une limite inférieure, la limite équatoriale. Ouais, peux l'éteindre, ça ne me dérange pas. Ouais. Et il y a une limite supérieure. C'est fait pour ça la kippa. C'est pas du tout pour retenir les punaises. D'accord? C'est fait pour te donner une limite supérieure. Alors celui qui n'a pas de limite supérieure, il y avait un élève de Freud qui était psychanalyste bien sûr et qui a consulté pendant 40 ans et qui n'était pas religieux. Hachem l'a protégé. Ouais. Et il a dit une chose incroyable. Il a dit, j'ai constaté de manière statistique que les gens qui n'avaient pas, écoutez bien, de valeurs religieuses, même de base, quand ils rentraient dans une névrose, ils basculaient facilement à la folie. Alors que les gens qui avaient une base de croyance, même de base, même s'ils allaient très très loin dans la névrose, eh ben ils ne tombaient pas dans la folie. C'est que le ballon à la fin, c'est rien qui le retient, il va exploser. Moi j'appelle ça l'intellectualisme, parce que les gens ils ont les cerveaux, ils veulent couper les cheveux en quatre, couper les cheveux en quatre. Je comprends pas, tu es en train de nous expliquer la distance qui peut exister entre Platon et Aristote, et t'es pédophile. T'as un problème plus concret quand même, non? C'est bizarre les gens. Oui, ils font des trucs comme ça, des trucs... Tu mets le concret, dans le concret. C'est ça le problème. C'est que quand Hachem il a jeté la Torah, il a jeté la vérité sur la terre, il a dit maintenant la référence elle va être sur la terre. Maintenant c'est compliqué la référence sur la terre parce que c'est relatif. Mais d'un autre côté c'est concret. C'est pour ça que dans la halakha, par exemple, dans la cache-route, ce qui est assourd, c'est ce que tu vois avec tes yeux. Tu prends une fraise. Pourquoi tu dois la vérifier? Parce que si tu regardes bien, tu peux voir des petites bêtes. Maintenant, les petites bêtes que tu ne vois pas avec tes yeux, c'est cachère. Tu dis, mais il y en a. Bien sûr qu'il y en a. Prends un microscope et va rien que regarder le matelas où tu dors tous les jours. Vas-y, grossis à 200 fois et regarde les acariens. Vous avez déjà vu les acariens? Vous avez vu la tranche qu'ils ont? Mais ton lit, c'est Jurassic Park.
Et c'est pas un que tu dors dessus et qui te fondent sur toi et que tu les avales et que t'en as plein les narines. C'est pas ça, c'est toute la journée. C'est normal, ouais. Mais tu les vois pas. Non, franchement, vous avez déjà vu la photo? Non, on dirait un dinosaure. On dirait des brontosaures de... C'est des monstres, mais ils sont tellement petits, il faut grossir 200 fois pour voir le genre. Ça veut dire quoi? Alors on dit Enlo le chacham et là maché en rood. Le chacham n'a que ce que ses yeux voient. C'est bon? Et bien moi je vous dis de vous à moi. Il n'y a pas que les acariens que tu vois pas. Pourquoi il y a des choses qu'on voit et des choses qu'on voit pas? Pourquoi il y a des gens de Nia qui voient rien? Quelle que soit leur origine africaine, ouais. Et d'autres qui voient tout. Comme des gens hypersensibles qui voient la souffrance, ils n'arrivent plus à vivre. Et l'autre qui est égoïste, il ne comprend pas ce que c'est. Mais qu'est-ce que c'est? Alors il a le cancer, alors il a 8 ans, là il faut bien qu'il meure. J'arrive pas, depuis que j'ai entendu, j'arrive plus à dormir. Alors l'autre il est hypersensible, l'autre il est hyper froid. Donc celui qui est sensible, il a une perception plus grande de la réalité, donc il ne peut plus vivre. La Gemara dit Rahmani Menam Hayim. L'autre qui est égoïste, finalement il vit mieux, parce qu'il ne comprend pas qu'il a un problème. Ou le contraire, l'autre il est très très intelligent, donc il fait des millions de calculs. Donc c'est bien, parce qu'il comprend beaucoup de choses. D'un autre côté, il a un problème. C'est quoi la maladie principale des intellectuels? Laquelle? C'est quoi la maladie des intellectuels? Laquelle? Ils ne savent pas qu'ils sont malades. Insatisfaction. À quoi? Ils ne savent pas qu'ils sont malades. Oui. On verra les cas personnels après. Non mais je suis imbattable là-dessus. Déjà je défonçais toute la cour, alors je parle à 54. Donc, écoutez bien, la maladie de l'intellectuel, c'est l'hésitation. L'hésitation. Pourquoi? Parce qu'il fait tellement de calculs. Non mais c'est depuis le début, c'est pour ça qu'il est pas bien. D'accord. Donc, il fait tellement de calculs, il tient tellement compte de tous les côtés, ouais, qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Comme la fille, elle te dit, écoutez, Rav, bien sûr, je sais que David, il est plus sérieux, qu'il est plus investi, qu'il est plus... Mais de l'autre côté, Kevin, il est plus marrant. Il est rigolo, il a de l'initiative. Je dis, mais vous êtes une folle. Elle me dit, j'aime les deux. Vous ne pouvez pas me faire un mutant. Il n'y a pas de mutant. Quand quelqu'un il est bon à mi-temps, il n'est pas bon en plein temps. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Vous avez compris ou non? Maintenant, ce rêve-là de dire je vais trouver le gars qui a les deux, c'est relatif ou c'est absolu? Et de ne pas accepter que celui qui a des qualités, il a automatiquement des défauts, c'est absolu ou relatif? C'est ça que le shaker. C'est ça shaker, c'est ça que l'homme il est plein de mensonges. Encore une fois, c'est pas le mensonge méchant qui est menteur, on ne parle pas des cas psychiatriques. C'est-à-dire que l'homme il est en changement, l'homme il est en mouvement, l'homme il bouge, c'est normal. Donc comment il va prendre la Torah? C'est pas possible. La Torah tu la regardes, ouais, tu reviens, tu as un autre regard, qui dit attendez Rav, c'est quoi la halakha? Tu demandes à un Rav séfarade, il te dire halakha, tu vas voir un Ashkenaz du autre, tu vas voir un Hassid truc, tu vas voir un Babich, tu vas voir un... Tu dis attendez. C'est assuré aussi moutard, parce que là ça plus les gens, ils sont perdus. Et si tu leur dis que la vérité elle est plurielle, elle devient singulière. Monsieur, j'ai une question. Oui. En sciences, dans les sciences, pour la recherche scientifique, Oui. déjà, ce qu'on tentait de relatif, on est obligé d'avoir des vérités absolues. Donc, du coup, on est obligé de se poser des questions de plus en plus profondes. Et du coup, vous dites que les questions profondes, qu'il y a un moment où il faut arrêter de monter dans les questions. Sauf qu'on n'aurait pas découvert comment marchait le soleil, ou comment marchait l'univers, ou si on ne s'était pas posé des questions au-dessus de ce qu'on pouvait penser. Oui, mais... Et du coup, c'est pas des questions relatives, c'est des questions absolues, parce qu'on veut des vraies vérités. Non mais, repousser les limites du relatif, ça ne fait pas de l'absolu. Vous pensez vraiment que dans la science, il y a des domaines qui sont absolus? Il y a des domaines qui sont obligatoirement absolus, comme dans la médecine. C'est quoi absolu? Absolu, ça veut dire que c'est des vérités qu'on ne peut pas repousser. Mais c'est-à-dire quoi une vérité, puisqu'on la remet en cause tous les 10 ans? Quand on a une nouvelle lecture de la vérité, comment elle s'appelle une vérité? Comme si le non. Quand on a découvert la génétique, on a compris que Pasteur il est dépassé. Après quand on va découvrir la bio, je sais pas quoi le truc, on va comprendre que c'est quoi l'absolu? C'est quoi l'absolu? C'est quoi une vérité absolue? En science, surtout en science. Alors que la vérité elle n'est vraie que parce qu'elle est prouvable. Et prouvable, c'est quoi? C'est relatif à ce que moi je comprends. Donc c'est ma démonstration plus les perceptions que j'ai qui donnent. Donc de toute façon cette vérité là, elle peut n'être que relative.
C'est pour ça que quand vous parlez avec des scientifiques et vous essayez d'élargir le débat, vous dire alors là vous êtes dans le mystique, là c'est plus. Ah bon, alors pourquoi la science elle s'arrête à ce que tu comprends quoi? Peut-être que c'est plus grand que ça. Et au lieu de réfléchir à ce qu'on sait, peut-être qu'on devrait réfléchir à ce qu'on ne sait pas. Et peut-être qu'on n'est pas obligé de penser qu'on est le nombril du monde. Non, je vous dis pour l'idée. Non, pour la science, c'est intéressant. Moi j'ai parlé avec beaucoup de scientifiques. C'est marrant les scientifiques. Il y a des scientifiques de haut niveau. Hein. Je ne parle pas d'un mec qui a une licence de physique scientifique. Mais des scientifiques de haut niveau, même des médecins, ouais, il y a les croyants et les non-croyants. C'est quoi croyant dans la science? C'est d'accepter que quand entre deux points on fait une droite, jusqu'à la droite, plus l'infini. Alors que les non-croyants, qu'est-ce qu'ils disent? La droite, elle s'arrête là où moi je dis qu'elle s'arrête. Pourquoi elle s'arrête là? Pourquoi elle n'irait pas plus loin encore? Maintenant, le fait qu'on peut repousser les limites de la connaissance, oui, jusqu'à l'infini, ça ne veut pas dire que c'est dans l'absolu encore. Parce que peut-être que toute la science est fausse. Peut-être qu'on va venir un jour, on va dire, vous savez, on s'est complètement planté. Comme ils ont dit, toute la physique quantique, c'est une illusion d'optique. L'autre, il est venu, Einstein, il est venu, il a dit. D'ailleurs, l'autre, Newton était tranquille pendant 1800 ans. Le chemin le plus court entre deux points, la droite. Il est venu, Einstein. Parce que toi, tu regardes dans un registre restreint. Vas-y, élargis l'univers, c'est la courbe. La courbe? La courbe? La courbe? C'est plus rapide que. C'est plus court que la droite? Oui. Eh ben, comment on va faire maintenant? Comment on va faire pour tracer des ponts? Hop là! J'ai vu les autoroutes belges. Vous savez pourquoi les autoroutes belges ils sont droits, puis d'un seul coup ils font comme ça, comme ça et comme ça? Non, parce que le mec quand il a posé la règle, il a fait comme ça. C'est une blague. C'est beaucoup plus grave que ça, d'accord? C'est quoi l'idée? Ouais. Donc c'est quoi l'idée? Ouais. Parce qu'en fait c'est pas le thème, je sais pas pourquoi c'est parti là-dessus, mais bon. Et c'est quoi l'idée? L'idée c'est de réfléchir. Quand c'est marqué dans le Midrash que Akadosh Baruch Hu, il a jeté la vérité sur la terre, ça veut dire qu'il a obligé la vérité à être adaptée à des critères humains. Alors qu'avant ça, il n'était pas. Moi, je vous ai amené la question absolue et relative seulement pour vous prouver comment des gens ils trichent parce qu'ils mélangent des registres. D'accord? Mais que tu dois poser au départ. Moi, j'ai eu des millions de discussions. Moi, je ne suis pas un génie, mais j'ai parlé avec des gens. Ouais. Et il y a ce piège-là de mélanger les registres. C'est comme si toi, maintenant, tu dois 10 000 €, et d'un seul coup, tu te mets à dire que tu es en dépression. On s'en fout, qu'est-ce que tu mélanges? Ouais, mais tu me harcèles, tu me saoules, puis de toute façon, dans l'absolu, qui a dit que c'est important la propriété, et puis c'est tombé chez toi, ça aurait pu tomber chez moi, de toute façon, t'es bourré. Attends, qu'est-ce que tu fais là? Tu vois, qu'est-ce qu'il fait là? Il mélange les registres. C'est une forme de malhonnêteté. Ouais, c'est une forme de malhonnêteté. Il te la joue à l'envers, on dit en français, d'accord? Ben, c'est exactement pareil. Donc maintenant, quand Akadosh Baruch Hu, il a pris la vérité, il l'a jeté sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a obligé, entre guillemets, la vérité à s'adapter aux critères. Et c'est quoi les critères? C'est que l'homme, il va être déterminant de la vérité. Selon quelle loi? Une loi qui s'appelle la majorité. C'est-à-dire que si dans un groupe de penseurs, qui on va dire, qui ont à peu près le même niveau intellectuel, s'il y a une majorité qui pense comme ça, on ira d'après cette majorité et on dira que la halakha est comme ça. Écoutez bien ce que je vous dis, même s'ils se trompent. Vous avez compris? Même s'ils se trompent. Parce que c'est le déterminant de la vérité. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ça ne nous intéresse pas la vérité. Parce que si tu veux la vérité, vraiment la vérité vraie, comme disent les Tunisiens, ouais, il faut que tu ailles chez le bon Dieu, tu lui dis, bon Dieu, c'est quoi la vérité? Mais le bon Dieu, il a dit, je ne te donne pas la vérité dans ce monde-ci. Dans ce monde-ci, c'est la vérité que vous allez établir vous. La vérité absolue, ça sera après. Mais pas dans ce monde-ci. Ça va? Ça, c'est très compliqué. C'est pour ça que des fois, tu trouves, le Ramban, il dit on doit aller chez le Rav de la génération. Maintenant, il dit, le Ramban, des fois, tu vois que cette chose-là, elle est permise dans cette génération, et elle est interdite dans une autre génération. Tu vois qu'elle est permise chez les Sfaradim et interdite chez les Ashkenazim. Je comprends pas. Tu vois des lois que les Sfaradim sont cool, mais ils ont pris sur eux l'interdit comme les Ashkenazim. Tu vois des choses sur lesquelles les Ashkenazim sont cool, ils ont pris comme le contraire. C'est-à-dire que, en vérité, c'est quoi la halakha? Je dis le mot. Al-Tiché alichot, mais la halachot. Ne dis pas alichot, c'est quoi alichot? La lechet.
C'est le déplacement, ouais. Et la halakha. Donc c'est quoi la halakha en vérité? La halakha, c'est une manière de se déplacer. La halakha, c'est une trajectoire. Maintenant, quand je vous dis la vérité, quand quelqu'un il a un vrai problème, honnêtement, ouais, il a un vrai problème. Est-ce que l'argent il est à lui ou il n'est pas à lui? Quand il va voir le Rav, il ne veut pas la halakha. Il veut savoir comment il va sortir du doute. Moi, je ne parle pas des voleurs, je parle des gens honnêtes. Moi, il ne sait pas, il dit Rav, écoutez, au début on a mis 50 000 et 50, puis après il y a eu des trucs, après moi j'ai racheté des parts, puis l'autre il m'a truqué, après il me l'a dit mais il ne l'a pas mis par écrit, puis moi j'ai mis par écrit seulement sur une certaine partie, qu'est-ce qu'on doit faire? Si le gars il est malhonnête, il dit je m'en fous, moi je prends 100 000 et l'autre il prend 20 000. Mais si le gars il est honnête et qu'il ne veut pas nourrir ses enfants avec de l'argent volé, il veut une réponse. Ça va? L'autre c'est pareil, sa femme elle l'a trompé. D'accord? D'après la halakha elle est interdite. Pourquoi il va voir un Rav? Il dit mais je l'aime, moi je m'en fous, moi il a couché avec. Il veut savoir la halakha. Pourquoi? Parce qu'il veut savoir si Hachem il va continuer à participer à son couple ou alors il va devenir un électron libre. Alors comment on peut fonctionner sans Dieu? Avec Dieu c'est dur. Sans Dieu c'est pour ça que on doit aller voir un Rav qui soit un tzaddik. À part qu'il est chacham, à part qu'il doit être très très intelligent, à part qu'il doit avoir un QI 280, à part qu'il doit avoir une bibliothèque entière dans la tête, à part qu'il doit avoir une capacité d'analyse de 28 ordinateurs, à part ça, il faut qu'il soit tzaddik. Ça va, je parle des grands rabbinim, d'accord? Pas des rabbins des bois, un grand rabbin, ouais. Alors moi je pose la question, pourquoi tu as besoin que le rabbin soit tzaddik? Imagine, il connaît toute la Torah entière, il a fait 30 ans d'Yeshiva, il a écrit 24 livres sur le Shulchan Aruch, mais il est pédophile. Il aime les petits garçons. Il adore ça et il fait ça à l'arrière de la synagogue. Non mais pourquoi tu mélanges tout là? Oh. Je te dis qu'il a une tête de fou, il raisonne de malade, il connaît tout. Mais c'est pas grave, à part ça, il a des petites... Pourquoi c'est un sourd de lui demander une halakha? Tu peux même pas lui demander comment on fait des tiatédaïm, rien. Pourquoi? Tu dis non, faut pas mélanger. Bon, ben il a sa vie privée. Non, il n'y a pas. S'il est pourri dans sa tête, sa halakha ne vaut rien. Pourquoi? Quel rapport? Aristote lui-même, c'était pas un idiot, Aristote. Ouais, Aristote. Le Rambam, il a dit que Aristote, il était juste en dessous du niveau de la prophétie. Il parle de lui, le Rambam, incroyable. Mais Aristote lui-même, vous savez qu'il avait des mœurs. Plus pourri que ça, tu meurs. Et qu'est-ce qu'il disait à ses élèves? Il disait, faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais. Faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais. Mais chez nous, si le Rav, il ne fait pas ce qu'il dit, on n'a pas le droit d'apprendre. C'est assourd. Je ne sais pas si vous... C'est assourd d'apprendre, c'est assourd. C'est pas que tu vas dire, bon, c'est de la Torah, mais malheureusement, il est mal tourné. Non, tu sautes par la fenêtre, tu pars en courant. C'est interdit. Tu dis, mais enfin, de toute façon, ce qu'il a dit, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Non. Si tu l'as entendu de sa bouche, c'est du sheker. Pourtant, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, mais si tu l'as entendu de sa bouche, c'est faux. Il faut que tu reposes la question à un autre qui est tzaddik. Pourquoi? Je dis pourquoi. Parce que dans la halakha, il y a deux parties. Il y a une partie qui s'appelle la capacité cognitive, c'est ton intelligence, mais à part ça, il y a l'aide de Dieu qui va t'inspirer pour trouver la bonne halakha. Donc si le Rav, il n'a pas Yirat Shamayim, il va lui manquer 50%. Et s'il lui manque les 50%, ça veut dire que son esprit n'est pas inspiré par son Yetzirah Tov. Il n'est pas inspiré par Hachem, il est inspiré par Yetzirah Hara. Et un Rav, si déjà Ahmal, quand il est inspiré par le Yetzirah Hara, il fait des bêtises, alors un Chacham, quand il est inspiré par le Yetzirah Hara, va faire des très grosses bêtises. Je ne sais pas si vous... Ouais. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. D'accord? Il a étudié. On se rend compte que Rabbi Akiba, qui était l'équivalent de Moshe Rabbeinu dans sa génération, il a été trompé par un faux messie. Par Korba. Et Rabbi Akiba, je vous promets que Rabbi Akiba, c'était 150 fois Einstein au niveau de la tête. Et je n'exagère pas, je vous genre, en tant que rabbin, non, je vous dis, c'est 150 fois, mais c'est-à-dire la hnouna de Rabbi Akiba, c'était la relativité. Non, je vous dis, c'est des cerveaux, tu ne peux pas calculer. Ouais. Et il s'est quand même fait avoir. Alors, Kalvahama, un gars qui est moins intelligent
et qui a moins de Yirat Shamayim que Rabbi Akiva, a plus forte raison, qui va être manipulé par son Yitzhara encore plus. Donc c'est pour ça que si quelqu'un, il n'a pas un outil, on va dire de compensation, parce que c'est quoi l'intelligence? C'est pas la puissance de QI. L'intelligence, c'est de connaître et de maîtriser la part d'intérêt qui influence ta réflexion. Parce que dans toute réflexion, il y a une forme d'intérêt. Maintenant, l'intérêt, lui, déforme la réflexion. Maintenant, celui qui croit qu'il n'a aucun intérêt, genre, non mais moi, je suis pur, je suis les Shem Shamaïm. Il faut qu'il arrive en toute la je suis là. Ouais, d'accord. Que du garage, hein, il est dangereux. Ouais. Donc, il y a toujours un intérêt dans la réflexion. Il y a toujours un intérêt. Maintenant, le problème, c'est quelle est la proportion d'intérêt, d'accord, de connaître la proportion d'intérêt. Parce que tu as l'orgueil, tu as l'amour-propre, tu as le désir d'avoir raison, tu as le regard des autres, tu as la difficulté à vivre le mal-être d'avoir tort. Il y a tellement d'intérêts qui influencent ta réflexion, d'accord, que la seule manière d'être intelligent, c'est de connaître le taux d'intérêt qui influence ta réflexion et d'arriver à maîtriser ce taux d'intérêt. Ça veut dire que quelqu'un, il peut avoir un très gros QI, mais s'il est intéressé, il devient un idiot, parce qu'il est intéressé. Mais quelqu'un, il a un QI moins fort, mais il maîtrise son intérêt, il va être plus intelligent qu'un gars qui va être aveuglé par ses intérêts. C'est pour ça qu'on a vu des gens qui étaient très intelligents et qui avaient tellement besoin d'avoir raison que pendant des années et des années, ils ont menti à leurs élèves en faculté, alors qu'ils savaient qu'ils avaient tort, pour maintenir leur statut de prix Nobel, de mathématiques, de n'importe quoi, alors qu'ils avaient tort. Et après leur mort, on a eu des histoires comme ça, leur fille, elle s'est battue pour lutter contre tous les articles qui remettaient la théorie de leur père en question, jusqu'à que des laboratoires, ça j'en ai parlé avec des scientifiques, des laboratoires, ils ont prouvé qu'en fait le gars depuis le départ il avait faux. Mais l'autre pendant 25 ans, il a enseigné en faculté et les gens ils ont passé des deugs de physique sur un truc qui était faux depuis le départ parce qu'il n'avait pas la liberté intellectuelle de dire j'ai tort. Confirmation. Deuxième point. Ouais. Vous avez compris l'idée? Alors, à plus forte raison que nous, dans notre petite réflexion à nous, si on n'est pas capable de raisonner, de dire attends, ça c'est l'intérêt, ça c'est moi, ça c'est pas moi. Donc, mais ça c'est en fait con. Comment on peut déterminer en l'autre le degré d'intérêt qu'il a? Par exemple, je pense à. L'autre, laisse tomber l'autre. Non mais. Soi-même. Non mais bien sûr soi-même, mais par exemple, quand on a affaire à un médecin qui nous dit bah, il faudrait faire ça, on sent des fois, il y a des dentistes, comme vous avez expliqué une fois, ils vous laissent même pourrir là-dedans pour pouvoir après vous placer une couronne. Ouais. C'est qu'ils ont. Quelle est la part de vérité, quelle est la part d'intérêt qu'ils ont dans ce. Alors je te dis, il y a deux manières. Toi tu parles par rapport à l'autre, pas par rapport à soi-même. Oui. Par rapport à l'autre. Maintenant moi je te dis mon esprit, mon idée à moi. Je sais pas, moi je suis armé, mais je te dis mon idée à moi. Même moi quand je vais chez un médecin, ou un ostéopathe, ou un dentiste, j'ai deux choses. Premièrement, je l'analyse. Quand je lui pose des questions, je vois comment il répond. Et deuxièmement, comment je le sens. Est-ce qu'il me rassure? Alors si le gars il ne me rassure pas, il ne me touche même pas. D'accord. Même un ostéopathe, je ne le sens pas le gars, je vois qu'il dit n'importe quoi, il ne me rassure pas, je m'en fous. Il va me toucher mon corps, il va me faire des trucs, après pendant 8 ans et demi, je fais c'est marrant. C'est douleur. Parce que le mec c'est incompétent, et quand il se met à deux, c'est irrespirable. D'accord, ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est ça. C'est que la personne, tu dois la sentir. C'est-à-dire, il y a une partie analytique, que tu écoutes, tu analyses, tu vois qu'il dit n'importe quoi, ou qu'en fin de compte, tu crois qu'il répond qui te connaît, mais en fait, il pose des bonnes questions pour que tu donnes les bonnes réponses. Donc toi, tu te dis, il m'a compris, alors qu'en fait, c'est lui qui a manipulé le questionnaire. Donc ça, c'est le côté analytique. Et après, le côté intuitif, que tu le sens pas, ou tu le sens. Le mec, tu le sens. Il te rassure. Comment tu te sens à l'intérieur? C'est-à-dire qu'il faut, ça s'appelle Roucha Emet, le sens de la vérité. À l'intérieur, il y a une voix qui te dit, le gars, il est bon. Ou le contraire, le gars, il est faux. C'est subjectif? On peut se tromper? Je te dis, ça dépend comment tu as éduqué et comment tu as appris à écouter ta voix intérieure. Tu sais, lundi soir, c'est très rigolo. J'étais à Nice, il y a une femme qui vient à la femme, écoutait un chez on avait des gros problèmes de couple et tout ça. Bon, avec mon mari, je l'ai toujours suivi. Il a voulu partir aux États-Unis, je l'ai suivi. Après, il a voulu partir, je l'ai à Nouméa. Elle me dit oui, à Nouméa, je l'ai suivi. Elle me dit, mais comment vous savez que c'est Nouméa? Tu sais, il y a beaucoup de pays dans le monde.
Elle n'a pas dit Nouméa, elle m'a dit on est parti de très loin à... Alors je lui dis Nouméa. Mais non, moi je ne suis pas un pro de la teuf, hein, je veux dire, un prophète, non. Mais j'ai une voix qui me dit Nouméa. Pourquoi? Parce que moi je veux la comprendre, je prends du temps, j'ai fait 2 heures de cours, je suis fatigué, j'ai pas beaucoup dormi. Et maintenant elle vient, elle a une souffrance, et moi je prends du temps pour elle. Et ce temps-là, il enlève des filtres devant Maneshama, et Maneshama, elle me donne des éléments que j'ai besoin pour gagner du temps. Parce que la frontière entre le conscient et l'inconscient, c'est l'intuition, et l'intuition, elle n'a pas de limite. Maintenant, il faut apprendre à connaître cette voix. Parce qu'il y en a qui ont entendu des voix, on est obligé de les brûler pour les faire taire. C'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, mais quand quelqu'un il apprend à écouter sa voix à l'intérieur, à voix intérieure, il gagne un temps de folie. Ça va? Maintenant, je vous dis, ça prend, il faut l'éduquer, ça. Il faut éduquer son intuition, il faut éduquer ses intérêts. Mais rien que cette réflexion-là, si vous gardez ça, parce que je ne sais pas si vous prenez tout ce que je vous donne, mais je vous donne une image, c'est comme si j'ai un fusil, et je veux tirer avec le fusil. Et je tire, je vise bien, et à chaque fois je tape à gauche. Et je tire, et ça part à gauche. Je dis, mais je comprends pas. Et il dit, viens, je t'explique. Ton fusil, il est tordu de 5%. Donc ce que tu fais, c'est que quand tu vises bien, tu rajoutes 5% et tu tires. Et là, tu t'attends. Et bien le fusil, c'est ton pouvoir de décision. Et le tordu du fusil, c'est l'influence de ta réflexion. Donc il faut que tu connaisses le taux d'intérêt que tu as dans ta réflexion pour pouvoir aller vers une certaine objectivité. Pour ça, moi je vous l'avais dit ça de manière plus facile. Je vous avais dit, quand quelqu'un se fout de toi, tu le sens. Quand quelqu'un se fout de toi, tu le sens. Quand toi tu te fous de quelqu'un, tu le sens quand même, j'espère pour toi que tu sais que tu ne dis pas ce que tu penses, puisque tu es en train de te foutre de l'autre. Tu dois le sentir quand même, non? Donc quand l'autre se fout de toi, tu le sens. Quand toi tu te fous de l'autre, tu le sens. Mais quand toi tu te fous de toi, tu le sens? Alors je te dis, pourquoi quand tu te fous de l'autre, tu le sens? Tu sais pourquoi? Parce que l'autre il est là-bas, et toi tu es ici. Donc toi tu es étranger de l'autre. Donc toi derrière le paravent du soi-disant, tu sais que tu te fous de l'autre. Quand l'autre se fout de toi, tu le sens. Pourquoi? Parce que tu te sens mal. Parce que tu te sens agressé, parce que tu te sens remis en cause. Parce que tu vois qu'il dit pas ce qu'il pense. Donc quand l'autre se fout de toi, tu le sens parce qu'il est étranger à toi. Quand toi tu te fous de l'autre, tu le sens parce que toi tu es étranger à lui. Ça va? Oui ou non? Alors comment tu sais que tu te fous de toi? Seulement si toi tu es étranger à toi. C'est que si toi tu es capable de te mettre en dehors de toi, ce qu'on appelle la projection, et tu es capable de t'écouter parler, et toi-même, tu peux faire la traçabilité de ce que tu penses, tu dis, tu sais pourquoi j'ai dit ça en fait? Parce que j'étais vexé. Et tu sais pourquoi j'ai réagi comme ça? Parce que tu m'as fait un compliment. Et tu sais pourquoi je suis resté longtemps? Parce que tu étais mignonne. Et tu sais pourquoi j'ai dit non? Parce que tu as une sale gueule. Et tu sais pourquoi j'ai pas acheté le produit? Parce que tu n'es pas rasé. Et tu sais, si c'est capable de te faire la traçabilité entre ce que tu fais et pourquoi tu le fais, tu ne peux le faire que si tu es étranger à toi-même. Ça s'appelle l'introspection. Nous, on l'appelle le moussard. Les autres, ils l'appellent la projection. Maintenant, si toi, tu n'es pas projeté au-dessus de toi-même pour te regarder vivre, fais attention, attention. Parce que peut-être, sans aucun jugement, peut-être que tu ne vis même pas ta vie. Parce que là, tu es amoureux par réaction. Là, tu te sens bien parce qu'on te fait des compliments. Là, tu es énervé parce qu'on t'énerve. Donc, en fin de compte, tu ne vis pas ta vie. Et c'est très très important pour un juif, un jour ou l'autre, de faire la bar mitzvah. Et c'est ça la bar mitzvah. La bar mitzvah, c'est pas qu'à 13 ans, ta vie était finie en regardant la brettine qu'on t'a offert. Non, la bar mitzvah, c'est que tu es devenu mature. Comme si tu vas voir ta femme, tu dis, écoute chérie, on va arrêter de se prendre la tête avec tes bêtises, que la marre, ta race, ta mère, tes frères, ton argent, ton truc. Je veux qu'on parle en adulte et qu'on évolue ensemble comme des adultes. Là, tu as fait la bar mitzvah de ton couple. C'est comme si tu vas dire j'en ai marre de faire semblant, je vais rester à gauche, j'y vais pas. Lève-toi. Écoute, tu veux te lever ou non? Tu veux te lever? Lève-toi. Tu veux pas te lever? Dors. Arrête de nous saouler. Quoi, tu dis alors quoi, tu me pousses plus? Non, je te pousse plus. Alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tu vas te lever tout seul. Tu vas faire ta bar mitzvah de la prière. Tu vas faire la bar mitzvah de la snigout. Tu vas arrêter de t'habiller comme un shawarma et après dire, ah, pourquoi vous me regardez comme ça?
Alors tu vas t'habiller normalement, et puis ça t'a fait la bar mitzvah de la sniout. Et toi, t'arrêtes de voler, de mentir, et tu vois comment ça se fait que la brigade financière, elle vient tous les jours au travail. Alors j'ai dû être dénoncé. Ben non, t'es un voleur. Quoi, je suis un voleur? Oui, t'es un voleur. Alors tu vas faire la bar mitzvah d'honnêteté. Eh ben, Mazal Tov, 48 ans, Mazal Tov, t'as fait ta bar mitzvah. J'ai compris, non? J'ai jamais entendu celle-là. Je vais mourir, il va en payer plus longtemps. Donc c'est quoi l'idée? Ici, c'est une chose incroyable. C'est marqué que Hachem, il a jeté la vérité sur la terre. Donc maintenant, entre guillemets, c'est les hommes qui vont être déterminants de la vérité. D'un côté, c'est extraordinaire parce que tu dis, wow, c'est nous qui avons la vérité. D'un autre côté, oui, mais maintenant, c'est les hommes qui ont la vérité. Vous avez compris? C'est les hommes. Là, j'ai pas où j'ai été, moi, depuis. Une femme, la pauvre, son mari la battait. Et elle, comme elle se prenait pour Sœur Teresa, elle n'a jamais rien dit. Elle dit, je vais l'aider, je vais le soutenir, je vais l'aider. Mais lui, il est fou. Il la frappe. Elle a essayé de l'étrangler et tout. Un jour, on n'en pouvait plus. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris les enfants. Elle s'est enfuie chez sa famille. Mais la folle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas déposé plainte. Elle n'a pas prévenu qu'elle partait. Elle est partie. Le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit abandon de domicile. Il a porté plainte. Elle, maintenant, elle s'est réfugiée dans une maison où ils accueillent les femmes, genre les femmes battues. Et il y a une avocate d'office. Mais l'avocate là-bas, elle était inscrite sur blata.com. Elle n'a rien fait. Et il a dit non, c'est même pas la peine d'aller au procès. Le juge, il voit le mari qui pleure, qui dit oui, ma femme est une folle. Alors c'est lui le fou. Et l'autre, elle n'est pas là. Qu'est-ce qu'il a fait? On enlève la carte des enfants. Maintenant, elle s'est retrouvée avec ses enfants qui sont pris de chez elle par la loi, qui vivent avec un fou qui les frappe toute la journée. Et elle ne peut rien faire parce que l'avocat, c'était une cinglée. Tu dis, mais c'est la justice. Le juge, il a jugé. C'est la justice. Et c'est la justice. Moi, quand elle m'a raconté, j'ai failli vomir, j'avais des comme ça. Et une criminelle comme ça. C'est qu'elle a supporté pendant 15 ans avec qui l'a frappé. Soi-disant, Sœur Teresa, elle veut l'aider. Ouais, alors qu'il fallait le jeter par la fenêtre depuis longtemps. Ouais. Et maintenant, c'est elle qui est dehors, avec les 5 enfants, de l'autre côté. Et les 5 enfants, ils sont avec un fou. Et c'est la justice. C'est la justice. Madame, vous n'étiez pas au procès. Le juge, il a pris un coup de nerf. Comment? Elle vient même pas, mais pour qui elle se prend? Et hop, c'est fini, on lui enlève. Et l'autre, pourquoi? Parce que la NIA, elle a écouté l'avocate. Et l'avocate, soi-disant, elle a un diplôme. Un diplôme. N'importe quel deb qui reste à la fac pendant 8 ans, il a un diplôme. Ça veut rien dire. Bon, j'exagère, c'est beaucoup plus grave. Ouais, d'accord. Non, tout le monde sait qu'il y a des bons et des mauvais dans tous les domaines. Oui, non, oui, non, oui. Ah, parce que le gars, il a fait la fac, il est bon. Non. Ah, fac, d'accord. D'ailleurs, tous les gens qui n'ont pas fait la fac te le diront. Donc, c'est quoi l'idée? Calmez-vous. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est ça. C'est que la personne, en fin de compte, elle se retrouve dans un système. Et le système, il est juste parce qu'il est représenté par la justice. Et la justice, elle est représentée par le juge. Mais le juge lui-même, en vérité, il n'a pas jugé parce que les circonstances. Il a jugé que l'autre, il s'est énervé pourquoi elle n'est pas venue. Donc elle s'en fiche. Et genre, elle a manqué de respect au représentant de la justice. Donc en fait, le juge, avec sa gava, il a enlevé les enfants là. Ça, c'est la justice. Alors c'est quoi l'injustice si ça, c'est la justice? Alors après, j'ai parlé avec une avocate, elle m'a dit, mais non, il y a des rappels, il y a des recours, elle peut dire trucs, il faut me donner... Bon, mais il y a des solutions, mais en soi, déjà, la situation, elle est bizarre. Donc, c'est-à-dire que quand on a jeté la vérité sur la terre, on prend aussi le risque de tout ça. Donc, d'un côté, tu dis, bon, c'est bien, comme ça, on n'a plus le bon Dieu sur la tête, mais d'un autre côté, tu dis, bah, tu te débrouilles avec ça. C'est pour ça qu'on est obligé d'aller chez des chachamim qui ont la crainte d'Hachem et qui ont la siyata d'Ishmaïa. Parce que même le Rav, moi, j'ai vu des rabbanim, au moment où il donnait le guet, il pleurait. Il pleurait. Il donne le guet et il pleure. Et il s'énerve sur les deux. Il dit, mais c'est moi qui vous a marié il y a 15 ans. Et maintenant vous divorcez, le Rav il pleure. Alors que l'autre il est fonctionnaire. Il dit, oui bonjour, oui divorcé, c'est normal. Alors vous signez là, bon c'est 700 € par personne. Vous venez le 14, oui, quand c'est la Shalom Bayit. Mais non, on n'a pas le temps, puis en plus ça rapporte rien. Allez, salut. Non mais il aurait dû dire, il y a peut-être une chose. Non, vous êtes là. Vous êtes là, vous divorcez. Non, il n'y a pas. Quoi, je suis là parler pour rien, moi? Si je prends pas 500 € de l'heure, qu'est-ce que je fais ici alors? Bien créé pour une raison, grosse histoire, non? Alors, allez. Vous revenez le 15, on fait le guet. Et l'autre, le Rav, le tzaddik, il pleure. Il fait le guet, il pleure. C'est là que tu vois le tzaddik et le fonctionnaire.
Fonctionnaire, c'est un truc qui fonctionne à l'air. Je sais pas pourquoi ça s'appelle fonctionnaire, parce que c'est le seul truc qui fonctionne pas d'ailleurs. Mais c'est un esprit. T'es fonctionnaire. L'autre il est fonctionnaire dans les Lisbonnes. L'autre il est fonctionnaire dans son couple. Bonsoir chérie. Bonsoir, on fait le 5e. Non, à demain. Ah, ouais. L'autre il est fonctionnaire au travail. Bon, alors écoutez. On va y aller doucement. La retraite c'est dans 47 ans. On va commencer par ranger les trombones. Allez. Catherine, on s'y met à deux. Celui-là, il ne va pas mourir. L'infarctus au travail pour lui, c'est pas cette année. Ouais. Il y a des gens qui sont fonctionnaires, c'est un esprit fonctionnaire. Ouais. L'autre, il va se défoncer comme si c'était le dernier jour de sa vie. Et ouais. Il va à Sano avec mes frères. Quand j'étais à l'Eshiva, on travaillait à la poste pendant les vacances. Et là, dans les centres de tri. L'anecdote, elle est sympathique. Maintenant, c'était quoi? Il y avait des camions qui arrivaient. Il y avait deux métiers dans l'eau. Il y avait soit vider les camions et trier les sacs par département, par ville, soit trier les lettres à l'époque, quand il n'y avait pas de machine. D'accord? Maintenant, nous on était au sac. Alors c'était quoi? Il y avait des camions qui arrivaient, ils ouvraient le camion, et puis il y avait des chariots qui étaient étalés comme ça, et puis on prenait chacun un sac. On voyait par exemple, je sais pas moi, Villemont, on l'emmenait au 93, on l'emmenait au 93. Ça va? Maintenant, les gars qui travaillent, nous, on est venus pour un mois. Eux, ils travaillent toute l'année là-bas. Alors ils prenaient, c'est comme ça. Texto, tu dis, tu pouvais tourner un fil. Tu prenais le sac. Il va être 93. T'as vu le match hier? C'est tout ça. Tu peux l'emmener à pied au 93. Il est là. Ouais. T'as vu le match? Ah, j'ai eu un mal devant. Oh. J'ai vu une piquette. Oh, je sais pas ce que j'ai. Oh, j'en ai encore des. Comme c'est une demi-heure. Maintenant, nous, avec mon frère, tellement ça nous est marré. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, attendez, on va essayer de rationaliser là. Pourquoi vous avez mis des wagons, enfin vous avez des petits wagonnets pour mettre les sacs, vous les avez mis à 100 mètres. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a rapproché les wagons. Donc il n'y avait que 4 départements, par exemple, pour l'Île-de-France. Alors on les mettait là. Et puis en 5 minutes, on faisait sous le camion. On avait fini. Alors on est là. Alors on disait, chef, on peut partir maintenant? Qu'est-ce qu'il y avait à faire? Le wagon là, on l'a fini. On partait. Alors les autres, ils disaient, venez là-haut. Vous croyez que vous allez durer longtemps comme ça? J'ai dit, mais toi, alors on était en 6 heures, on avait fini en une demi-heure. Maintenant ils en avaient pour 6 heures. Pour 6 heures, c'est-à-dire ce qu'ils faisaient en 6 heures, on a fait une demi-heure. Ah, il disait, mais. Il dit, vous savez, je lui dis, mais ça fait combien de temps que tu travailles ici? Il dit, moi, ça fait 4 mois. Je lui dis, mais tu vas rester jusqu'à 60 ans. Et quel âge t'as? Il dit, 22. T'as 22 ans? T'as 22 ans? Ça fait 6 mois que t'es là? Tu veux rester comme ça jusqu'à 60 ans? Tu sais qu'il y a une solution. Rapide. Si tu peux mourir. Il ne comprenait pas pourquoi on courait. Elle dit, mais pourquoi vous courez? Je dis, on court parce qu'on veut rester vivant. Mais la vie, c'est pareil. Il y a des gens, ils sont fonctionnaires dans la vie. Il y en a, ils sont fonctionnaires dans la religion. Il y en a, ils sont fonctionnaires dans le couple. Là, il n'y a pas de passion, il n'y a pas de vibration, il n'y a rien. C'est dangereux. Parce que tu dois sentir que tu es vivant. Il faut que ça bouge à l'intérieur. Écoutez, les gens ils trichent pour se sentir vivant. Je sens qu'il est. Non, c'est pas la vie. Ça, c'est une autre mort. Ça. Ouais. Non, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est ton cœur il bouge, ton cerveau il bouge. Tu sens que tu es vivant, tu vis quelque chose de fort. Alors tu es vivant. Il dit cette logique-là, que quand Akadosh Baruch Hu, il a donné. C'est ça l'ambiguïté. C'est que quand Hachem il a donné la Torah, il a mis l'homme dans une situation bizarre. C'est que d'un côté, il l'a mis avec une Torah tellement forte, tellement grande, tellement belle, tellement les mondes supérieurs. Et d'un autre côté, il l'a mis dans le concret, d'accord, de faire Shayatzar quand tu sors des toilettes, et combien tu dois découvrir devant et derrière, et est-ce que tu fais la chaussure gauche ou la chaussure droite, d'abord pour les lacer, et quand tu veux manger de la viande, qu'est-ce qu'il faut faire, et tu dois regarder la composition, est-ce que c'est matière grasse ou matière grasse animale? Pourquoi il y a tellement de détails dans le concret, et d'un autre côté, il y a des olamot, il y a des grands. Alors en fait, l'idée c'est comme ça. Quand Akadosh Baruch Hu il a donné la Torah, vous savez qu'il a donné, il a donné 2 fois la Torah. Vous êtes au courant? Oui, non? Parce que Moshe Rabbeinu il est monté, pendant 40 jours, Hachem lui a enseigné la Torah, et au bout de 40 jours, il est descendu avec les tables de la loi. Quand il est descendu avec les tables de la loi, il a vu que les Bnei Israël ont fait le veau d'or. Alors il y en a plusieurs versions. Il y en a qui disent qu'il les a jetées, il les a cassées. Il y en a qui disent qu'elles sont devenues lourdes, elles sont tombées d'elles-mêmes, elles se sont cassées. D'accord?
Moshe Rabbeinu est descendu, il a bien crié sur le béni Israël, il a pris le veau d'or, il l'a mis en poudre, il a obligé toute l'assemblée à le boire, d'accord? Et ensuite, il a demandé à Hachem de les pardonner, il est remonté sur le Har Sinaï pendant 40 jours, il a à nouveau reçu la Torah, et cette fois-là, Hachem lui a dit, je ne te donne pas les tables comme la première fois, parce que la première fois, Hachem il a donné les tables, et il a envoyé l'écriture, c'est-à-dire qu'il y a comme une espèce de rayon laser qui est tombé du ciel, et qui a gravé dans la pierre les 10 paroles. Ouais. La deuxième fois, il a dit non, j'envoie l'écriture, mais les tables, c'est toi. On dirait que genre il a dépassé son budget. Il a dit, fais sol lecha, shne luchot avanim, karishon. Taille pour toi 2 autres tables comme les premières. Vous savez que ces tables, elles étaient en diamant. Vous savez qu'un diamant de 6 carats, ça pèse 3 grammes. Et vous savez que les tables, elles pesaient 150 kilos. Il y a 1000 grammes par kilo. Je calcule le nombre de carats. C'est un beau diamant. Il y a un magasin, Place Vendôme, qui s'appelle Taboz, qui vend des trucs comme ça. Ouais. Ça a été repris chez Boucheron, d'accord. Maintenant, la question qui se pose, pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, d'après ceux qui disent qu'il les a cassés les tables, pourquoi il les a cassés? Deuxième question, quand il est monté pendant 40 jours, il a appris la Torah. Quand il est redescendu, il a connaissé la Torah. Quand il est remonté, il n'avait pas besoin de refaire 40 jours. Quand toi tu as installé Windows, ça prend 1 heure. Mais quand tu rallumes Windows, ça ne prend pas 1 heure. Parce qu'il est déjà installé. Alors il n'a qu'à faire un copier-coller de ce qu'il avait appris et c'est fini. Qu'est-ce qu'il a besoin encore de 40 jours? Et pour... Hein? La rivière, elle a coulé. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a raison. Non, il a raison. La rivière, elle a coulé. La rivière, elle a coulé. C'est pas le... Non, c'est exactement ça. C'est Rav Dessler. Rav Dessler, il donne ta réponse. Il dit, ben non, il ne pouvait pas donner la même Torah. C'est comme si un couple ICM, tout va très bien et tout ça, et le mec, il a pété un câble, il a été avec la voisine, et ça a duré 2 mois. Si sa femme, elle accepte qu'il revienne, elle lui dit, on ne peut pas revenir dans les mêmes conditions. Parce qu'il n'y a plus la confiance. Il y a la honte, il y a la haine, il y a la rancune, j'ai envie que tu meurs. Donc il va falloir qu'on fasse un Shulchan Arour, un nouveau Shulchan Arour de notre couple. Alors que l'autre il dit non, ça peut arriver. Non, il n'y a pas. Donc Hachem, il a été obligé, c'est ce qu'il a dit, il a été obligé de donner une autre Torah. Maintenant qu'ils ont fauté, une autre Torah. Ça s'appelle la Torah du Baal Teshuvah. C'est la Torah qui est liée à la matière. Pourquoi? Parce que les Bnei Israël, ils étaient en Égypte. Après Hachem, pendant 1 an, il a fait les miracles avec les plaies d'Égypte. Et les Bnei Israël, petit à petit, ils sont sortis d'esclavage et ils ont monté de niveau. Et après, ils sont sortis d'Égypte, ils ont vu l'ouverture de la mer Rouge, ils sont arrivés à un niveau de prophétie, ils sont arrivés au niveau de Adam Arishon avant la faute. C'est-à-dire que la génération, elle ne devait plus mourir. Et malheureusement, à cause de la faute du veau d'or, ils ont replongé. Et maintenant qu'ils ont replongé, ils ne sont plus adaptés à la première Torah, que Hachem il a enseigné à Moshe Rabbeinu pendant 40 jours. Donc il était obligé de réapprendre. Il ne pouvait pas non plus utiliser les mêmes louchot. Pourquoi? Parce qu'il dit le rat de base que les louchot, elles correspondent au cœur de l'homme. Et que l'écriture, elle correspond à la Torah que Hachem il fait rentrer dans le cœur de l'homme. Ça va? Maintenant, les premières tables, c'est que quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, Hachem il leur a donné un cœur et il a envoyé la Torah à l'intérieur. Mais quand ils ont fauté, il leur a dit, je vous ai envoyé dans la meilleure des yeshivas du monde et vous avez dealé de la coke. Alors maintenant, je vais vous envoyer dans une yeshiva pourrie et vous devrez être le tzaddik de la yeshiva pourrie. Je vais vous envoyer dans la matière et dans la matière, il va falloir faire toutes les halachot du Yetzer Hara et ensuite atteindre cette madriga de recevoir la Torah. Donc les deuxièmes tables, c'est-à-dire le deuxième cœur, c'est toi qui vas le tailler. Pesol lechash neluchot avanim karishonim. C'est-à-dire qu'un homme, aujourd'hui, on est obligé de faire un énorme travail pour recevoir la Torah. Maintenant, je vais vous dire un truc qui est très vrai et qui est très dur. Vous êtes prêts à écouter ou vous voulez une Torah de grande distribution ou vous voulez une Torah de vérité? On est entre nous. Oui, non, oui. N'ayez pas peur. C'est un peu violent, mais c'est vrai. Vous
voulez? Je viens pas souvent, tranquille. Je donne le secret. En vérité, de vous apprendre. L'histoire, elle commence avec les 613 mitzvot. D'accord, oui. Avant les 613 mitzvot. Cette année, je mets les tefilines, l'inéder, dans 2 ans, je prends la sniout. Après mes études, je fais Shabbat. En vérité, c'est juste un apprentissage, une espèce de conversion lente. Mais l'aventure n'a pas commencé. L'aventure, elle commence avec les 613. Il faut comprendre ça. Ouais, mais c'est déjà pas mal, c'est mieux que rien. Vous savez pas de quel milieu je viens. Tu fais comme tu veux. C'est comme si tu veux faire le Paris-Dakar, tu dis attends. Tu pars tout entier? Non, je pars pas tout entier, c'est pas évident. Donc, je laisse une jambe, je laisse un bras, je laisse la moitié du cou et une oreille. Comment tu vas faire? Écoute, pour l'instant, je pars comme ça. Allez, vas-y. Tu vas faire le Paris-Dakar avec une seule jambe. Mais il y a 613 éléments dans le corps et il y a 613 mitzvot. Comment tu arrives à enlever un membre? Faut que je répète. En vérité, l'histoire, elle commence avec les 613. Avant ça, c'est rien que de l'apprentissage. C'est que tu es un apprenti sage. Tu n'es pas encore sage. Tu es un apprenti. Ouais. C'est comme le couple. Les gens ils croient qu'ils se sont mariés parce qu'ils ont fait la synagogue, ils ont choisi un bon traiteur. En vérité, le mariage, c'est 10 ans après le mariage. Maintenant que tu as mis la confiance, que tu as mis l'investissement, que tu as mis la douceur, que tu as mis la gentillesse, que tu as mis la solidarité, que tu as mis la communication, que tu as mis la compréhension. Là, tu peux dire, viens chérie, on se marie. Vous n'êtes pas d'accord? Vous n'êtes pas mariés? On se revoit dans l'idée. D'accord? Mais c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Moi, je suis dans le concret. En un seul mot. Ouais. C'est que ça prend du temps pour se marier. Les gens croient, ça y est, j'ai trouvé la bonne personne. C'est normal, elle a 38 ans, donc ils se disent, ça doit être la bonne. Ça peut être la femme de ménage aussi. Hein. C'est pas forcément la bonne. D'accord? Non. C'est avec la personne. Le mariage, c'est le démarrage de l'histoire. C'est ça que ça me fait rigoler, les gens. Ça fait 4 ans qu'on se connaît, mais alors 4 ans, même 18 ans. Tant que vous n'êtes pas les deux dans une seule maison avec le Yetzirara, vous savez pas ce que c'est Shalom. Mais tu rigoles, vous la connais à 100%, déjà Scan, tu ne vas pas la reconnaître. Tu vas dire, mais attends, mais t'as vu dans quel état tu te mets? Waouh! Il ne fait jamais lever la voix, il dit des gros mots qui ne sont même pas dans le dictionnaire. Je te dis, sans le Yetzirara, on est tous des tzadikim. Et là, comme tu faisais des avérotes tous les soirs avec elle, le tsar il te laisse tranquille, il dit celui-là, je le fous carrette tous les jours, je vais l'embêter. Il dort avec une finida tous les jours, je vais l'embêter, je le laisse. Mais il passe la roupa, elle a été au mikvé. Maintenant tu veux de la kedusha, baba? La kedusha, tu veux de la kedusha? La kedusha, ça se paye. Gentillesse, douceur, investissement, communication, remise en cause, abnégation, générosité, aucun calcul. T'es prêt? Oh non. Oh ben non. On va la jouer macho. On va la jouer dur, on va la jouer marocaine. Comme mon père. Mais ta mère, elle s'est pendue. Ça n'a rien à voir. Je ne me moque pas des Marocains. Je suis marocain. Donc c'est ça l'idée. Quelqu'un de beaucoup, en vérité, il a donné 2 fois la Torah. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a une Torah qui est une Torah dans la matière, qui est une Torah en fait d'apprentissage. C'est ça Torah. Barati lecha yetzirara, barati lecha Torah tavlin. J'écris le yetzirara, j'écris la Torah en médicament. Mais il y a une autre Torah qui est au-dessus de cette Torah-là. Que quand quelqu'un vraiment, il a passé 40 ans de sa vie à Bnei Brak et qu'il a appris tout le chasse, il est devenu Rosh Yeshiva, il a commencé la Kabbalah à 28 ans. Alors à 38 ans maintenant, il rentre dans la 2e Torah. Elle existe encore. C'est pas que Dieu, il a dit c'est fini pour la première. Ouais. Il revient à la première Torah parce qu'il s'est purifié, parce qu'il a fait le travail qu'il fallait, et il a droit à ça. Et d'ailleurs, quand tu vas demander une bracha, tu vas pas chez Brad Pitt. Hein. Pourtant, il a reçu 9 Oscars. Tu vas chez le tzaddik. Et le tzaddik, lui, il voit rien. Hein. Il n'est pas sorti de Bnei Brak toute sa vie. Il comprend rien. Il ne sait même pas ce que c'est un décolleté. Tu lui dis ah ben là, un imista quel matin, tu comprends pas, tu es bien avec ta copine, il dit pourquoi elle n'est pas bien quoi. Ouais. Donc c'est ça l'idée. L'idée c'est que le jour du Shavuot, on va prier. Ouais. Et chacun relativement là où il en est, il va prier pour recevoir la Torah. Ça m'étonnerait que le gars il va prier pour la première. Il va être obligé de prier déjà pour la deuxième. C'est ça nous voit nous. D'accord? Et c'est là qu'on demande que les jours nous envoie
une Torah qui soit adaptée à nous, une Torah avec les rabbanim, qu'il faut une Torah avec les chaverim, une Torah avec la parnassa, une Torah avec une femme qui m'encourage à étudier la Torah, avec un mari qui me laisse faire les mitzvot, une Torah avec des enfants normaux que je peux étudier parce que j'ai pas le souci tous les jours que celui-là il a crevé un œil à son copain, celui-là il a volé à l'école, une Torah avec une parnassa honnête que je suis pas obligé d'aller voir la brigade financière tous les jours. Donc en réalité tous les éléments qui rentrent dans la vie qui vont permettre que tu vas recevoir la Torah. C'est pour ça que Shavuot s'appelle Rosh Hashanah, les limoud de la Torah. On va faire le bilan de l'étude que tu as fait l'année dernière et les ambitions de l'étude que tu feras l'année prochaine. C'est pour ça que c'est très très important de bien prier à Shavuot. Ouais, vous priez aussi pour le Khatan, quand vous envoie un Khatan qui amène de la Torah dans la maison. C'est pas que vous épousez un frère et après vous dites allez je t'en prie, essaye d'aller une fois par semaine au cours. Il dit mais attends, tu sais comment tu m'as connu, non? Je dis mais je pensais te faire avancer, quoi, t'es une locomotive toi. Ouais. Donc il faut un peu Khacham pour prier pour ça. Et c'est intéressant cette année, parce que Shavuot commence à la sortie de Shabbat. Donc des fois c'est difficile de rentrer directement dans Shavuot. Alors le bon Dieu il est gentil, il a dit tu sais quoi, je vais te mettre Shabbat avant. Donc tu es déjà dans la spiritualité, tu es déjà dans la prière, tu es déjà dans les chants, tu te prépares, tu commences depuis vendredi soir à t'entraîner pour bien prier, et après encore pendant tout Shavuot, tu pries pour Bezat Hashem qui est une année de Torah pour toi et pour toute la communauté. Alors, regardez ce qu'on va faire. On va dédier le cours. Là, j'ai vraiment besoin d'un très grand Amen, parce qu'un très grand Rav, un ami, enfin j'espère d'être son ami, et qui est un très grand Talmid Chacham, et c'est la deuxième fois qu'il attrape la maladie. La première fois, il a été sauvé par miracle, et je l'ai rencontré hier soir à Paris, et il m'a dit de prier. Lui, à 20 ans, il connaissait tout le Talmud par cœur. Donc lui, il a plus de 50, 60 ans. Hachem l'a remis sur la tête. Alors on va prier pour lui. Il s'appelle Rav Chaim Zvi Ben Sarah à Cohen. On peut dire Amen chez lui. Et aussi on va demander aussi pour une grand-maman qui est jeune et qui a attrapé la maladie. Et qu'Hachem lui envoie des carottes la refouée chez le il s'appelle Sarah Batrenini. Amen. Et aussi un jeune papa qui a 3 enfants et aussi qui a la maladie. Il s'appelle Eliezer Yaakov Ben Yael. Amen. Il y a aussi une personne qui n'a pas la maladie, mais aussi qui a besoin d'une grande foi. Il s'appelle Simcha Matfelecha. Amen. Et Esther Matfelecha. Amen. Et aussi, nous entachons une bonne grossesse, sans souci et sans malheur pour Sarah Gittel Bat Nathalie Capra. Amen. Voilà. Est-ce que vous avez des personnes malades? Cette fois chez Lema, Yael Bat Rachel. Pour Yael Bat Rachel. Amen. Amen. Et qui encore? Yosef Ben David. Amen. Ben David. Amen. Le Amen, il est plus important que l'avoir. Et après? Rachel Bat Hana. Amen. Et qui encore? Pas beaucoup de malades à Lyon. Abraham Ben Sarah. Abraham Ben Sarah. Peut-être qu'il y a beaucoup d'égoïstes, je sais pas. Alors, et Hana Bat Rachel. Est-ce que Hana Bat Rachel? Amen. Et qui encore? Personne? La belle-mère, non? Bon. Donc Hachem leur envoie une réfouachée de ma part de la d'Israël. Et aussi on demande que le cours soit dédié les Ilun Nishmata pour l'élévation de l'âme de tous les tzadikim d'Israël. Amen. En particulier pour Avraham Shimon Ben Simcha, Amen. Eliyahu Ben Aïcha, Yitzhak Ben Aïcha, Amen. Aaron Ben Shmuel. Aaron Ben Shmuel. Aaron Ben Shmuel, Amen. Amen. Ida Chaya Bat Miriam, Amen. Binyamin Ben Miriam, Amen. Amen. Ça c'est pour les gens décédés. Régine Malka. Régine Malka, Bat Fortuné Mazal. Bat Fortuné Mazal, Amen. Amen. Yaakov Ben Mesaoud, Amen. Amen. C'est tout. Qu'Hachem élève leur neshamot parmi les tzadikim d'Israël. Amen. Chazak u'baruch.